Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'avoir répondu si présent à l'invitation de Tribune et bienvenue pour cette quatrième conférence de la saison. Après avoir parlé journalisme avec Eric Fotorino et Christophe Deloire, puis politique avec Nathalie Kosciusko-Morizet et Pierre Gattaz, nous allons aujourd'hui parler géopolitique. Tribune a en effet l'honneur d'accueillir un homme d'exception avec une histoire d'exception. Nicolas Hénin, merci de votre présence. Journaliste spécialisé sur le Moyen-Orient, et vous nous raconterez les conséquences de ce qui s'est passé entre le 22 juin 2013 et le 18 avril 2014. Car vous êtes un homme de terrain, parlé en connaissance de cause, et dénoncez l'échec de la stratégie mise en place par les gouvernements occidentaux. Plus encore, vous sortez des sentiers battus en soulignant qu'avant de combattre l'État islamique, il s'agit avant tout de le comprendre. Ainsi, cher public, après avoir écouté Axel dresser le portrait de notre invité du jour, nous assisterons au témoignage mené par Constance et Léa. L'équipe Tribunard remercie chaleureusement ses partenaires EY et le Journal des Grandes Écoles pour leur soutien. Merci à vous d'être venus si nombreux et bonne conférence à tous. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Nicolas Hénin. Moyen-Orient, État islamique, terrorisme, journaliste de guerre. Voici là autant de mots que de raisons de venir écouter Nicolas Hénin ce soir. Ce désir de comprendre et de cerner l'idéologie de Daesh et des conflits au Moyen-Orient font de M. Hénin un invité incontournable des plateaux de télévision et de radio. Pourtant, votre vie, Nicolas Hénin, ne se résume pas seulement à vos odyssées au Maghreb et au Moyen-Orient. Aussi, il convient de débuter votre portrait par votre jeunesse, loin des guerres et des reportages. Né en 1975 au Mans, vous effectuez vos études secondaires puis votre classe préparatoire dans les prestigieux établissements parisiens de Henri IV et Fénelon. Vous obtenez par la suite, à l'université de la Sorbonne, une licence de géographie et une maîtrise d'histoire. C'est à ce moment-là que s'immisce le monde arabe dans votre vie. Vous en apprenez la langue. Vous aimez alors déjà les sujets pacifiques et consensuels, comme en témoigne le titre de votre mémoire en histoire, les relations interarabes de l'Égypte et la paix séparée avec Israël. Ainsi naquit votre amour pour le Moyen-Orient, ses conflits et sa complexité. Vous partez 6 mois en Égypte pour peaufiner votre mémoire. Par la suite, vous êtes diplômé de l'Institut pratique du journalisme en 2002. Fils de président d'université et de professeur, vous vous destinez à une carrière universitaire avant de rencontrer le journalisme. Les quelques mois durant lesquels vous travaillez pour l'agence Infomédia vous font réaliser que vous êtes un homme de terrain et indépendant. Vous troquez alors votre bureau et la paperasse pour les balles et les champs de bataille. Vous gagnez vos éperons dès 2002 en suivant le conflit en Irak comme journaliste indépendant. Vous vous distinguez par votre courage et votre entêtement à rester dans le pays malgré la disparition de nombreux journalistes. Journaliste de guerre, vous devenez guerrier journaliste. Vous resterez ainsi 2 ans en Irak, couvrant le conflit pour des radios telles que RFI, Radio France, Radio-Canada, mais aussi plusieurs organes de presse écrite, dont Marianne et l'Hebdo de Lausanne. Cependant, ces expéditions téméraires ne rassasient pas vos désirs de sensations fortes. Aussi, vous effectuez des reportages dans des pays chaudement recommandés par le Quai d'Orsay, comme le Soudan, la Somalie et le Yémen. Votre appétit pour les sensations fortes, mais aussi votre désir d'informer, vous mène au cœur des révolutions arabes. Le couteau entre les dents, ou plutôt le stylo entre les dents, vous partez à l'assaut de l'Égypte, la Libye, le Yémen et la Syrie. Vous faites partie de ces rares journalistes présents au Maghreb et au Moyen-Orient lorsque s'enflamment ces révolutions. Vos reportages et vos déplacements se font entre les feux révolutionnaires et étatiques. Les scènes auxquelles vous assistez sont marquantes, mais vous n'en êtes plus à votre baptême du feu. Ainsi, vous gardez le feu sacré et votre devoir d'informer pour couvrir ces événements. Mais c'est au cœur de l'action que vous êtes enlevé par Daesh à Raqqa en juin 2013. Votre captivité durera 10 mois au contact de djihadistes fanatisés et idéologues. Mais ces 10 mois font de vous l'un des meilleurs spécialistes actuels du Moyen-Orient. Le 18 avril 2014 correspond à votre retour à la liberté, condition que vous aimez tant et indispensable à votre métier. Vos réflexions à votre retour sont pour le moins surprenantes. Malgré vos mois de captivité, loin de vos proches et dans un environnement violent, vous considérez vos bourreaux comme des victimes de la propagande islamique. En effet, vous affirmez que les djihadistes sont, je vous cite,
pathétiques bien à des égards, ce sont des enfants des rues, ivres d'idéologie et de pouvoir. Votre haine se tourne plutôt du côté de Bachar al-Assad, que vous considérez comme le principal responsable de l'État islamique et du conflit syrien. Pour vous, une alliance avec Bachar serait un pacte avec le diable. Votre point de vue a de quoi surprendre dans la mesure où Russes et Occidentaux ont envisagé de passer par le dictateur syrien pour résoudre la situation. Vos analyses originales et inédites de la situation au Proche et Moyen-Orient vous valent de nombreuses critiques. Mais la véritable cause de votre venue ce soir est le nouvel objet violent non identifié, Daesh. Nous sommes désireux de vous offrir un espace d'expression pour que vous puissiez partager avec nous vos expériences pour le moins agitées. Place à Constance et Léa pour l'interview. Bonne conférence. Bonsoir Nicolas Hénin. Merci d'avoir accepté l'invitation de Tribune. Avant Merci. de commencer, j'ai vu beaucoup de réactions. Est-ce que vous voulez réagir au portrait ? Il y a 2-3 petites erreurs factuelles, mais c'est pas grave. Très bien. Pour C'est mon sens de la précision. la première question, il me semblait intéressant de partir de l'événement que vous utilisez vous-même comme point de départ dans votre livre Djihad Academy, à savoir l'exécution du journaliste américain James Foley par l'État islamique en 2013. Pourquoi avoir choisi cet événement pour débuter votre livre ? Parce qu'en fait, il est à mon sens révélateur de la façon dont l'EI va s'inviter dans les agendas politiques. Jusqu'à présent, on l'ignorait. Et à partir, et on a une succession de séismes à l'été 2014, avec la prise de Mossoul, la proclamation du califat et donc cette exécution qui nous rapproche énormément le conflit, puisque jusqu'à maintenant, le conflit en Syrie, excusez-moi, mais c'était des Arabes qui tuaient des Arabes. Et là, qu'est-ce qu'on découvre dans ce film ? Un Britannique qui tue un Américain. Et ça nous pète au visage et ça nous rappelle à quel point ce groupe nous est proche. Très bien. Et donc du coup, pour parler un peu, ça nous amène aux pays occidentaux. Et pendant tout le livre, vous insistez sur le fait que les pays occidentaux, y compris la France, sont co-responsables de la situation actuelle en Syrie. Pourquoi ? En fait, il ne faut surtout pas abuser d'autoflagellation. Et c'est absolument pas la démarche que je tiens à adopter. Quelle est pour moi l'origine du désordre dans la région, désordre qui a provoqué l'irruption de plusieurs groupes terroristes, dont l'EI. Et on a des causes locales, les dictatures, la dictature de Saddam Hussein, les guerres qu'il a lancées, l'antagonisme dans lequel il s'est plongé face à l'Iran pendant les années 80, des crises politiques, la révolution syrienne, la répression à laquelle elle a fait face, la radicalisation des partisans de la révolution. Ça, c'est pour les causes locales. Après, on a nos petites causes à nous, nos petites causes qui, là, pour le coup, nous concernent, nous occidentaux. Ces causes principales, c'est bien évidemment l'invasion de l'Irak, qui a ouvert une boîte de Pandore dont on se rend compte que c'est le propre d'une boîte de Pandore. Enfin, elle est impossible à remettre en ordre et à refermer. Et puis, c'est un certain nombre de petites lâchetés, voire de compromissions, derrière notamment l'idée confortable qu'une dictature laïque, c'est laïque. Donc ça permet de maintenir l'ordre et notamment ça permet de se préserver du terrorisme islamiste. C'est une illusion d'optique. C'est une grave erreur. En fait, une dictature, qu'elle soit laïque ou religieuse d'ailleurs, c'est avant tout, il faut la concevoir avant tout comme une cocotte-minute. Donc oui, vu de l'extérieur, c'est stable. À l'intérieur, c'est explosif. La transition d'une dictature à une démocratie, c'est un processus qui s'appelle une révolution, c'est un processus qui est tout sauf simple, c'est un processus qui implique de la contre-révolution, oui, Sisi en Égypte, et pire que Moubarak,
celui qui l'a remplacé quelques années plus tôt. C'est un processus qui peut impliquer aussi une phase de terreur. Bah oui, on a eu, en 1993, 4 ans après 1789, on a eu la terreur en France. Donc une page dramatique, abominable même, de notre histoire. Est-ce que ça veut dire que 1793 délégitimise 1789? Non, bien sûr. Est-ce que ça veut dire que 1793 n'est pas l'enfant de 1789? Non plus, bien sûr. Et donc, vous parlez du fait que les médias occidentaux ont été très sensibles à justement ce que les dictatures voulaient faire paraître, c'est-à-dire que c'était stable, etc. Et il semblerait aussi que maintenant, les médias occidentaux rentrent beaucoup dans le jeu de la propagande de l'État islamique. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude des médias occidentaux? Ça a été le cas pendant pas mal de temps, ça l'est beaucoup moins. Déjà, il faut commencer par tordre le cou à une croyance de base. L'EI a très peu besoin de nous pour exister et pour recruter et pour faire passer ses messages. Néanmoins, parce qu'ils ont leur propre canal de communication, une présence importante sur les réseaux sociaux, toujours aujourd'hui, et un certain nombre de médias, notamment écrits, plusieurs magazines qui ont des versions en langue française, et plusieurs vidéos, dont 2 très inquiétantes qui ont été publiées le week-end dernier, qui montrent une vraie évolution du paradigme terroriste. Peut-être qu'on pourra y revenir. Donc, ils n'ont pas besoin des médias, mais malgré tout, on s'est rendu compte que ces médias leur servaient la soupe assez inutilement. Parmi les erreurs typiques, il va y avoir de montrer les images les plus spectaculaires de propagande de l'EI. Donc typiquement des phases de conquête, ou alors des défilés avec des banderoles, ou alors des scènes d'exécution, évidemment pas l'exécution elle-même, mais ce qui vient juste avant ou juste après, en se dédouanant d'une certaine façon, en mettant juste un petit insert dans l'angle image de propagande. Non, ça marche pas, on a passé le message malgré tout. Et accessoirement, l'insert image de propagande, est-ce qu'on le mettrait pour les images que l'on reçoit de la DICODE ou du CIRPA, donc de la communication militaire française? Alors que de fait, ça reste aussi une forme de communication de guerre, donc une forme de propagande. Donc on instaure un certain doute sur un double discours. Il y a nos combattants et les leurs. Nos combattants ont raison. Hein. Il ne s'agit absolument pas et je pense se battre pour la bonne cause. Mais on instaure une division qui est un peu sensible, et de toute façon, on a fait passer le message. Donc, est-ce que vous pouvez développer sur les vidéos dont vous parlez du week-end dernier? Vous avez tous entendu parler de Rachid Kassim, donc ce djihadiste rouennais qui a beaucoup incité à ce que l'on appelle le djihad individuel, qui est notamment derrière le meurtre des policiers de Magnanville, derrière le meurtre du père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray, derrière aussi la tentative très foireuse d'attaque à la voiture piégée très improvisée à côté de Notre-Dame fin août. Rachid Kassim, en fait, s'est retrouvé pratiquement jouer le rôle de ce que dans les services de renseignement on appelle un pot de miel. C'est-à-dire quelqu'un qui va attirer l'attention sur lui et qui va faire que tout le monde laisse des traces partout. Et en l'occurrence, Rachid Kassim, il a fini par se faire méchamment engueuler par son émir, puisque à peu près toutes les personnes qui se trouvaient en France et avec lesquelles il était en contact sont aujourd'hui derrière les verrous. Donc, pour éviter ce genre de contact, puisque nos amis djihadistes qui ne sont pas toujours très futés, mais parfois finissent par comprendre, ont pigé que les applications cryptées, c'est pas forcément crypté pour tout le monde, eh bien, ils ont décidé de juste mettre en place des tutoriels.
des tutoriels terroristes, avec en l'occurrence une vidéo très inquiétante d'explication de fabrication d'un explosif compliqué mais très efficace. Et donc dans une cuisine. C'est une scène dans une cuisine, c'est extravagant, c'est 15 minutes de fabrication d'explosifs avec le panier de fruits sur la table derrière et les deux chaises bébés sur la table derrière. Enfin, c'est dans une cuisine de Raqqa, sans doute. Et puis, on voit aussi un djihadiste français qui est probablement un ancien militaire qui donne des instructions pour commettre un meurtre au couteau et qui finit par lacérer un prisonnier et faire une démonstration sur une personne vivante avec un couteau de cuisine. C'est assez dégueulasse. Oui. À propos de cette communication de l'État islamique, vous insistez sur le fait que l'État islamique en lui-même n'est pas plus violent que les forces du régime, mais que contrairement à ce dernier, il a choisi d'intégrer cette violence à sa communication. Plus précisément, il n'est pas plus criminel. Et en l'occurrence, il est beaucoup moins criminel. Si l'on regarde les morts civiles en Syrie depuis le début de la guerre, on a à peu près 90% des morts civiles qui ont été causées par le régime de Bachar el-Assad et la Russie. 10% par les autres groupes, dont l'État islamique. Là, je parle de la Syrie. Donc, on se rend compte qu'on n'est pas du tout face à l'acteur qui a causé le plus de morts civiles. La différence, c'est que les morts du régime, ont principalement été documentés par les photos de cet homme qu'on appelle César, qui était un policier un photographe travaillant pour la police scientifique, pour le laboratoire de la police de Damas, qui a photographié des dizaines de milliers de personnes tuées sous la torture. C'est ces photos qu'on voit souvent, qu'on peut voir sur accompagnant certains articles ou parfois sur les réseaux sociaux où l'on voit des corps décharnés de personnes qui n'ont plus que la peau sur les os et qui sont allongées par terre. Certaines sont marquées avec des numéros au marqueur. À côté de ça, oui, on a les mises à mort extrêmement spectaculaires de l'EI. Parce que eux ont besoin de la violence. Eux mettent en scène la violence. Au point d'ailleurs qu'ils choquent Al-Qaïda. Ils se font engueuler par Al-Qaïda. Mais ça, c'était déjà l'ancêtre, le père de l'EI, Sabou Moussa Zarqawi, qui, après une courte expérience afghane, arrive lance son groupe armé au tout début de l'année 2004 à l'ouest de Bagdad. Et c'est lui aussi qui commet les premiers les premiers enlèvements d'occidentaux et qui notamment se retrouve capturer un Américain qui s'appelle Nicholas Berg. Et qu'est-ce qu'il en fait, cet Américain ? Eh bien, il l'habille en pyjama orange. Il se met face à une petite caméra avec une image qui n'est à l'époque pas très bonne. Hein. On est en très basse définition. Et il lui coupe la tête et il met la vidéo sur YouTube. On est dans la fondation de cette utilisation de la violence à des fins de recrutement. La violence est profondément un aspect désinhibant. Si vous êtes un jeune en rupture, pas forcément d'ailleurs de culture arabo-musulmane, hein, je vous rappelle que à peu près le quart des personnes des Français qui sont partis rejoindre un groupe armé en Syrie sont des convertis. En l'occurrence, j'ai été surpris de découvrir sur les comment ça s'appelle déjà les photos, les pages de photos d'identité, les trombinoscopes excusez-moi, des trous stupides,
Sur les trombinoscopes constitués à la DGSI, j'ai été surpris de voir énormément de jeunes filles mignonnes avec des petites couettes, des jupes droites, qui avaient fait leur lycée dans l'ouest parisien, après qui avaient commencé une école de commerce, et puis qui avaient eu je ne sais quelle histoire de rupture, et puis qui se sont retournés vers leurs parents en leur disant « Vous me faites chier, je me convertis à l'islam et je pars faire le djihad en Syrie. » Ça, il y en a eu plusieurs dizaines. Donc, vous expliquez là que la violence Et, sert à... et l'exposition à la violence, pardon, juste pour finir, Oui. parce que je veux quand même répondre à la question, mais l'exposition à la violence et à la violence extrême, à la violence, mais un niveau de gore que vous auriez du mal à imaginer, eh bien, est profondément déstabilisatrice. Vise à faire sauter je ne sais quelle forme de fusible on peut avoir et qui permet de garder le sens commun et ça accompagne, je pense, une forme de disjonction. Donc, cette surexposition à la violence, elle sert à recruter, mais elle sert aussi à faire peur. Et c'est en partie pour ça qu'en Occident, il semblerait qu'on surestime l'État islamique et qu'on sous-estime le gouvernement de Bachar al-Assad. Et à ce sujet, vous dites dans le livre, comment peut-on être si chatouilleux sur notre sécurité tout en niant le droit des autres à vivre en sécurité ? Donc ma question, c'est est-ce que il vous paraît indécent, compte tenu de la souffrance des civils syriens, de se protéger en Occident d'un risque qu'on a peut-être Pas du tout. surestimé Là aussi, je veux surtout pas être mal compris. Nous avons eu 250, 280 morts du terrorisme. C'est à peu près 2 dernières années en France. C'est l'un des chiffres les plus élevés. Enfin, c'est sans doute le chiffre le plus élevé de notre histoire. C'est la phase terroriste la plus aiguë que nous ayons connue depuis l'après-guerre au moins. C'est profondément choquant et cela doit rester choquant. C'est absolument pas quelque chose auquel on peut s'habituer. Et il est évidemment indispensable de protéger le pays, d'empêcher la survenue de nouvelles attaques et de maintenir la cohésion nationale. Parce que tous les combattants vous le diront. Pour une guerre, ça se gagne toujours sur 2 fronts. Il y a la ligne de front et il y a l'arrière. Et il faut que l'arrière tienne pour que ceux qui se battent, ceux qui sont en première ligne, ceux qui sont en contact de l'ennemi, puissent aussi remporter les batailles. On a donc cet aspect sur notre sécurité qui est indispensable. Malgré tout, je pense qu'il est important de garder à l'esprit le martyre, parce que c'est bel et bien une forme de martyre que vivent les Syriens. Et les images que l'on voit, qui nous parviennent d'Alep ces derniers jours, et en particulier cet après-midi, sont absolument terribles. Nous avons eu en Syrie pratiquement 500 000 morts depuis 5 ans de guerre. C'est à peu près un Bataclan par jour, à l'échelle d'un pays. Il y a eu en Syrie 12 millions de réfugiés déplacés. Avoir le souci de sa propre sécurité est évidemment indispensable, mais il faut aussi garder à l'esprit qu'à partir du moment où l'on a un tel déferlement de violence à 3h30, 4h, même pas, d'avion de Paris, on a beau construire ou chercher ou prétendre construire toutes les barrières migratoires, toutes les barrières sécuritaires que l'on veut, tout cela restera illusoire. Et on se retrouvera dans tous les cas, aussi longtemps qu'on aura un incendie aussi important à nos portes, eh bien devoir
supporter, de devoir subir une petite portion, et même si elle est très grosse pour nous, elle reste petite par rapport à l'ampleur de la violence là-bas, une petite portion de cette violence du monde. Mais donc, est-ce que vous pensez que le gouvernement français fait un bon boulot pour protéger les Français? Vous pensez quoi, l'état d'urgence? Ou est-ce que vous pensez qu'à partir du moment où on n'agit pas en Syrie, ça ne sert à rien de mettre en place un état d'urgence? La situation en Syrie est maintenant relativement inextricable. À la limite, la première année, les 2 premières années, on avait d'un côté l'opposition, de l'autre côté le régime. C'était pas facile d'imaginer les mettre autour de la table et de leur demander d'entamer des discussions. Mais au moins, on avait un nombre d'acteurs limité. Aujourd'hui, on est face à un État qui s'est effondré. L'État syrien n'existe plus. L'armée syrienne même n'existe plus. Elle a été complètement phagocytée par un réseau de milices. En face, la rébellion n'existe pratiquement pas non plus. Enfin, il y a pas d'entité qui s'appelle... Il n'y a plus vraiment d'entité qui s'appelle l'armée syrienne libre, par exemple. On a un amoncellement de groupes armés, de milices, et dans tous les camps, on a des parrains étrangers. Le régime, comme vous le savez, est soutenu par l'Iran et la Syrie, et la Russie. L'opposition est soutenue par un amoncellement par une collection de puissances antagonistes avec des agendas qui sont parfois contradictoires. Bien sûr, les pays du Golfe, également la Turquie, qui soutiennent chacun leurs groupes armés et parfois les uns contre les autres. Et puis les pays occidentaux qui se sont engagés, notamment les États-Unis très tôt, mais également la France, à un stade assez précoce, pour essayer de contenir le phénomène djihadiste. Vous avez vu que j'essaie le plus possible de parler de phénomène djihadiste. Parce que l'une des grandes erreurs des miroirs déformants de nos politiques ou de nos médias, ça va être d'être obnubilé par l'EI, qu'on appelle Daesh d'ailleurs, mais j'aime pas trop ça, mais c'est pas grave. Si vous regardez, notre ministre de la Défense a publié il y a quelques mois un livre qui s'appelle « Qui est l'ennemi ?» Il cite à peu près à chaque page Daesh. Si ma mémoire est bonne, il doit citer 2 fois Al-Qaïda. C'est gravissime. C'est gravissime parce que quand on regarde la situation en Syrie aujourd'hui, on a 2 stratégies, celle de l'EI et celle d'Al-Qaïda, qui sont opposées. On a l'EI qui est totalitaire, qui ne traite avec personne, qui veut tout contrôler, qui va contrôler la santé, l'éducation, les douanes, l'économie, les douanes, les droits de péage, l'économie, la production de pain, les approvisionnements, le pétrole, tout. Il est totalitaire. Il est totalitaire et il règne un petit peu par la carotte, mais beaucoup par le bâton, par beaucoup de violence. Il fait peur pour éviter la contestation sur les territoires qu'il occupe. En face, on a Al-Qaïda. Al-Qaïda qui ne détient pratiquement aucun territoire en propre, mais qui est présent dans énormément de coalitions de groupes armés. Et qui surtout s'est démené pour essayer de faire sauter le fichu siège d'Alep. Alep, dans lesquels donc 200 000 personnes étaient assiégées et crevaient de faim. Cette offensive sur Alep, menée par une coalition au sein duquel on avait Al-Qaïda, est à l'origine d'un immense gain de popularité pour Al-Qaïda. Et là où l'EI, en fait, s'aliène la population par la violence, le radicalisme, l'aspect totalitaire de sa gestion du territoire, Al-Qaïda joue la popularité. C'est pour ça qu'à mon sens, Al-Qaïda est aujourd'hui plus dangereux, y compris sur le terrain syrien, que l'EI.
parce qu'un groupe terroriste, l'un des principaux critères d'évaluation de sa dangerosité, c'est sa capacité d'attraction et de recrutement. On revient toujours à ce même genre de données. À propos de questions de popularité, vous dites tout de même dans votre livre que dans certains villages, la population tolère, sans adhérer à son idéologie, la présence de l'État islamique parce que elle la protège elle empêche la violence et l'anarchie Alors, du régime. quel est l'état d'esprit des populations qui sont aujourd'hui occupées par l'EI, typiquement à Raqqa? Eh bien, il alterne entre un franche sentiment d'occupation. Ces gens-là ne sont pas de chez nous. Il y a plein d'étrangers. Ils pratiquent un islam qui est complètement radical, qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaît, parce que c'est eux les convertis. Parce que eux se sont convertis à une religion qui s'appelle le djihadisme pratiquement. Enfin, ils sont dans cette mentalité. Nous, on est musulmans depuis toujours, et eux, ils arrivent et ils veulent essayer de nous expliquer ce que c'est que notre religion. Enfin, donc ils sont dans un état d'esprit entre ce sentiment d'occupation par un corps étranger, d'une part, et puis, malgré tout, parfois un sentiment de moindre mal. De moindre mal, notamment lorsqu'ils voient quelles sont les forces qui sont autour, qui sont des forces d'autres communautés. Et on a eu une communautarisation radicale et dramatique du Moyen-Orient. Les gens ne veulent pas être occupés par les autres communautés. Les gens n'ont pas confiance. Et de fait, lorsque l'EI arrive dans un village, ils vont, lorsqu'ils conquièrent du territoire, ils vont décimer une tribu de façon à obtenir l'allégeance par une clé de bras des autres tribus. Mais lorsque beaucoup de villes ou de villages, d'Irak comme de Syrie, ont été reconquises, soit parce qu'il tient lieu d'armées régulières, soit par des milices, qu'elles soient chiites ou kurdes, eh bien, ces milices se sont comportées avec une telle violence, en pratiquant des viols, des pillages, des meurtres dans la rue, que c'est tout à fait contre-productif parce que ça dissuade les populations actuellement occupées par l'EI de chercher à être libérées. Mais donc, qu'est-ce que l'Occident devrait faire sur place? Est-ce qu'il devrait combattre l'EI et le gouvernement de Bachar el-Assad? Parce que ça implique un peu d'entrer en guerre à terme avec la Syrie et la Russie, puisque dans le livre, vous dites qu'on devrait abattre en fait les hélicoptères de Bachar. Ce livre a été écrit, donc Djihad Academy a été écrit avant l'intervention russe, qui de fait a pas mal changé la donne et a achevé de complexifier la situation. Et je parle avec beaucoup de personnes, que ce soit des diplomates, des chercheurs. Je voyais encore hier des chercheurs qui rentrent de Syrie et d'Irak, qui ont suivi des groupes armés. Je parle avec des responsables politiques de là-bas. Il m'arrive même de rencontrer des gens des services spécialisés. Et on n'arrive pas à distinguer une évolution positive. Ce qui est clair, c'est que, et ça, même l'AC Footrack Michael Flynn aux États-Unis l'avait sans doute compris, on a probablement perdu la dernière belle fenêtre d'intervention en août 2013, au moment du bombardement chimique de la Ghouta. Mais donc, qui peut faire quelque chose maintenant si pour l'Occident c'est trop tard et là-bas c'est un peu trop, il y a un peu trop de groupes différents qui n'arrivent pas en fait à s'unir. Ce qui rend la situation dramatique,
c'est vraiment l'effet d'entrelacement. D'abord, c'est la dépossession des acteurs locaux de leur destin. Les groupes armés en Syrie ne sont pas autonomes, à part l'EI, mais sont dépendants de leurs parrains. Donc tel groupe armé va être soutenu par la Turquie, tel groupe armé va être soutenu par l'Arabie Saoudite, tel groupe armé va être équipé par la coalition occidentale, etc. etc. Et ils ont perdu, ça veut dire qu'ils ont perdu leur autonomie de décision sur leur propre avenir politique. Ce qui est dramatique également, c'est que on a un entrelacement de 3 guerres par procuration. Ce qui veut dire que on n'est plus vraiment dans une guerre civile, mais on est dans un conflit avant tout régionalisé et internationalisé, avec plusieurs échelons de confrontation. Bien sûr, le bloc sunnite contre le bloc chiite, aussi la Turquie contre les Kurdes, aussi l'Occident contre la Russie. Enfin voilà, on est dans un... Et puis, entre les grands camps, on a une réelle compétition entre Russie et Iran, qui tous les deux soutiennent le régime, et un certain désordre aussi dans le camp des anti-régimes. Je vous rappelle que les États-Unis soutiennent 2 coalitions dans le nord de la Syrie qui se font la guerre. Donc les États-Unis sont empêtrés dans le nord syrien, ils sont embarqués aux côtés d'une coalition menée par la Turquie qui va chercher à reprendre Raqqa, mais dont l'un des objectifs prioritaire est aussi de casser le continuum kurde et la création d'une grande zone kurde dans le nord syrien. Et puis on a en face une coalition menée par ces mêmes Kurdes avec énormément de soutien des Occidentaux. Sachant qu'on a une grosse déloyauté des groupes armés qu'on soutient, qui n'utilisent que très peu les armes qu'on leur fournit. Ils les stockent. Ils les stockent pour la guerre d'après. Ils les stockent pour pouvoir les utiliser, pour se défendre, voire pour regagner du terrain, une fois que la guerre contre l'EI sera terminée. Donc, difficile d'être optimiste, en fait. Mais dans le livre, c'est vrai qu'il a été écrit il y a un an et demi, vous critiquez les gens qui concluent en disant qu'au fond, en Syrie, c'est trop compliqué. Mais en fait, c'est un peu ce que vous dites là. C'est en effet le problème de beaucoup de conflits. Regardez le conflit dans la région des Grands Lacs. Lorsqu'il éclate, il était extrêmement simple. On avait Hutu contre Tutsi et au final, c'était tout très clair et très lisible. Aujourd'hui, vous avez eu tellement d'alliances à revers, d'acquisition d'ennemis, de détournement de cause, que le conflit dans les Grands Lacs est indébrouillable. Regardez la situation au Soudan, les groupes armés au Soudan. Vous vous souvenez peut-être, quand vous étiez ado, on parlait beaucoup de la guerre au Darfour, on n'en parle plus du tout. Vous avez des compétitions de groupes armés au Darfour qui sont absolument fabuleuses. Sachant qu'au départ, on avait 2 groupes, un groupe pro-gouvernemental, les Janjaouides, et puis un groupe d'opposition darfouri. Là, on a eu un éclatement complet du paysage rebelle. C'est le problème, en effet, de pourrissement d'un conflit.
notamment sur un conflit civil, enfin dans une guerre civile, un conflit intérieur, ou un conflit qui implique des acteurs non étatiques, c'est la fluidité, la volatilité de la situation qui le rend très vite difficile à lire et d'autant plus difficile à résoudre. Les perspectives à court terme, enfin court, moyen et long terme d'ailleurs, pour la Syrie, et l'Irak, c'est une béroutisation. Mélange de milicisation et de régionalisation. Ça fait beaucoup de processus en cours, vous avez compris. Donc, conflit intérieur impliquant un éclatement de l'État complètement phagocyté par des groupes armés. Les partis politiques n'ont de légitimité que sur la base de la taille de la milice qui les soutient, ou les groupes politiques, ou même les villages. Parce qu'un groupe armé, ça peut aussi être une milice d'autodéfense de village. Et puis, une régionalisation qui était aussi l'un des grands marqueurs du conflit au Liban, c'est les interférences régionales. Après, 2 messages. Un, c'est pas parce que on se mettrait à côté de Bachar qu'on résoudrait la guerre, qu'on résoudrait la situation. Bachar n'a pas la capacité, ni politique ni militaire, de réunir la Syrie. Je ne sais pas à quoi ressemblera la Syrie de demain, mais elle ne peut pas être Bachar el-Assad régnant sur l'ensemble, enfin un film qu'on rembobinerait Bachar el-Assad régnant sur les frontières que l'on voit sur les cartes aujourd'hui. Dans le cas le plus stable, on aurait une sorte de Syrie utile, donc la bande côtière, avec un vaste Far West sur le reste du pays, avec une compétition de groupes armés. Compétition qui s'inscrirait dans une compétition, entre autres, sur le plan du radicalisme. À qui est le plus radical? Donc, pas très réjouissant. Sachant que la Syrie utile, c'est la Syrie urbaine. Donc, cette bande de l'Ouest qu'on définit souvent comme la Syrie utile. Mais il ne faut pas oublier que le désert à l'Est, il présente quand même une utilité majeure. Il a l'Euphrate qui traverse. Et on est dans des conditions de stress hydrique important dans la région. Et on ne peut pas imaginer laisser un fleuve couler au milieu d'une zone de chaos. Donc l'ensemble de la Syrie est finalement utile. Mon pronostic, le pari à mon sens, derrière l'intervention russe, c'est une solution de type tchétchène. En l'occurrence, on rase le pays, on le rase physiquement. Grozny a été laminé, mais on détruit aussi le pays dans toutes ses structures sociales. Les élites intellectuelles, économiques, commerciales, tout ça mis par terre. Et de cette table rase, je pense qu'on va faire émerger un Kadyrov. Kadyrov, donc le président tchétchène, pro-russe, installé à la façon d'un proconsul par Moscou à la fin de la deuxième guerre de Tchétchénie, qui est, surprise, surprise, un islamiste, parce que pour mettre au pas une guérilla, une insurrection largement islamiste, eh bien, il faut quelqu'un de la bande. Donc, j'ai tendance à penser que lorsque Poutine se sentira trop enlisé en Syrie, il se débarrassera de Bachar et il mettra à la place un islamiste mafieux ami, un Kadyrov. Lors d'une interview que vous aviez accordée à l'émission On n'est pas couché, vous aviez déclaré que la politique extérieure de Barack Obama vous avait plus déçu que celle de Bush. À votre avis, quelles seront les conséquences de l'élection de Donald Trump? J'ai énormément de difficultés à lire
le programme de Donald Trump, d'une façon générale, et en particulier sur la politique étrangère. Notamment sur la question syrienne, il a affiché d'une part une volonté de se rapprocher de la Russie, mais d'autre part, là, il vient de se rapprocher d'intégrer à son équipe 5 généraux qui sont plus ou moins sérieux, plus ou moins radicaux, mais qui ont tous en commun d'être extrêmement hostiles à l'Iran. Et donc, ils vont se clasher sur la Syrie. Parce que la Syrie, c'est pas qu'un protectorat russe. C'est aussi un protectorat iranien, de fait. Enfin, la Syrie de Bachar el-Assad. Donc, est-ce que ça va être l'occasion pour Poutine de se débarrasser de l'influence iranienne? J'imagine même pas que ce soit possible. Les Alaouites, donc la communauté proto-chiite syrienne à laquelle appartient Bachar el-Assad, proto-chiite parce que c'est une secte un petit peu comme les Zaïdites au Yémen qui ressemble à du chiisme mais qui n'est pas du vrai chiisme. Sauf que l'Iran, dès le début dès l'éclatement de la révolution syrienne, a apporté son plein soutien à Bachar el-Assad pour justement constituer, l'intégrer un arc d'influence à travers la région, partant de l'Iran avec le Hezbollah, la Syrie donc, l'Irak, dont le gouvernement est chiite depuis la chute de Saddam Hussein, et donc l'Iran. Et ça a changé, y compris l'identité des Alaouites. Les Alaouites étaient une secte relativement bon enfant. Un Alaouite, par exemple, traditionnellement, porte la moustache. Là, les Alaouites se laissent pousser la barbe. On assiste désormais. Vous savez que le chiisme est extrêmement démonstratif, notamment à l'occasion des commémorations de deuil. Il y a 2 grandes fêtes dans l'islam chiite qui s'appellent l'Ashura et l'Arba'in, qui commémorent le martyre des premiers imams, qui donnent lieu à des scènes d'une grande exubérance mortifère, un peu comme les piétas espagnoles, vous savez, donc ils prennent des martinets cloutés et ils vont se flageller le dos jusqu'au sang, et ils se prennent des sabres et ils se frappent le sommet du crâne avec le sabre en poussant des cris de lamentation et de deuil, et donc ça fait des manifestations qui sont d'un point de j'en ai vu quelques-unes, c'est très impressionnant. Parce que ça finit dans tout le monde est sanguinolent et dégoulinant de rouge, et c'est aussi très fort en termes de ferveur. Bref, ça c'est le chiisme. À Damas, il y a 6 ans, 7 ans, on n'avait jamais célébré ces fêtes-là. Aujourd'hui, on voit de gigantesques processions chiites dans les rues de Damas. Donc on a eu une chiitisation des Alaouites. Donc une identification à cette communauté qui, somme toute, les protège. En fait, on est face à un repli identitaire. Et d'une certaine façon, chez nous, comme là-bas, on assiste chez nous à un certain nombre de replis identitaires, à une montée des souverainismes, à l'abandon des idées qui fondent le libéralisme économique, les atouts la libre circulation des personnes et des biens, tout ce qui constitue les bases de l'économie que vous apprenez sans doute. Après tout, je n'en sais rien, c'est la première fois de ma vie que je mets les pieds dans une école de commerce. Mais
Mais là-bas aussi, on assiste à un incroyable repli identitaire qui est relativement récent, qui remonte probablement aux années 80, autour de la guerre Iran-Irak, mais qui, à chaque étape, l'invasion de l'Irak, puis les révolutions arabes, s'est aggravé au point de devenir critique. Je pense qu'énormément de populations du Moyen-Orient que vont se définir comme chiites, kurdes, sunnites, chrétiennes, bien sûr aussi, ou yézidis, ou d'autres, ou druzes, au Liban ou en Syrie, ou d'autres minorités, mais ne se définiront pas sur la base de leur identité nationale. Oui. Maintenant, j'ai une question qui change un peu de sujet, mais c'est un passage du livre que je pense que j'ai pas très bien compris. Vous dites... Je suis désolée. Non, vous dites « Notre jeunesse mérite de se voir proposer des chances de s'engager autrement qu'en rejoignant une bande criminelle. » Tout à fait. Donc, Tout à fait, c'est aussi un des... Pour moi, c'est aussi l'une des façons... Enfin, l'EI recrute, enfin, les mouvements djihadistes recrutent sur le manque de sens. Notre société, la société française de 2016, désignons-la, échoue à donner du sens. Et on est dans une mentalité matérialisée à l'extrême. Et je pense que avec tout plein de petits éléments, et par exemple, la fin du service national pour les jeunes hommes a été l'un des marqueurs aussi de cette fin du sens, de cette fin Enfin, ça a apporté un coup malgré tout, ce qu'on est en train de se rendre compte aujourd'hui, même si les armées disent non, moi je veux, maintenant c'est plus possible, on ne revient pas à la conscription, donc c'est probablement pas possible de faire marche arrière, mais apporter un coup à la cohésion nationale, à quelque chose qui pouvait être transcendant. Très peu de gens sont religieux. On en pense ce qu'on en veut. Je veux dire, certains défendront parfaitement le fait qu'une société séculaire est une bonne chose. C'est absolument le libre arbitre de tout un chacun. Mais ça a produit un défaut de sens. Et en fait, par exemple, sur les caricatures des médias, vous allez avoir au lendemain des attentats, typiquement, que ce soit dans les discours politiques ou les gros titres des journaux, les barbares de Daesh ont encore frappé. Moi, je considère par exemple que qualifier les terroristes de barbares, c'est contre-productif. C'est contre-productif parce que ça nous empêche de comprendre l'origine du problème. Parce qu'en fait, si on regarde bien, les djihadistes ne sont pas du tout des gens amoureux. Ce ne sont pas du tout des gens qui ne se soucient pas du tout de la justice. Au contraire. Ils font ce qu'ils font parce qu'ils ont un sens exacerbé de la morale et de l'injustice. Ils font ce qu'ils font parce qu'ils considèrent que la société dans laquelle on vit est complètement immorale. Mais pour vous, ils n'ont pas eu le choix ? La déchéance, enfin bref, ils se Pardon ? Pour vous, ils n'ont pas eu le choix alors ? C'est la société qui les a Non, poussés. pas du tout. Bien sûr qu'ils ont eu le choix. Mais, et de même, ils ont l'impression, ils regardent, mais vous, quand vous ouvrez un journal, si ça vous arrive encore, ou vous regardez les nouvelles, excusez-moi, petite pique de corporatisme. Vous êtes bien sûr tous choqués par les injustices du monde, par les horreurs qu'il y a partout, et voire par des injustices qu'on peut avoir dans notre propre pays, dans notre propre société. Sauf que nous,
Sauf que quelqu'un un individu normal, si vous me permettez le raccourci, réussira à ne pas intégrer cette injustice, à dire ok, la prochaine fois je voterai autrement, ou à chercher une réponse pragmatique, ou alors tiens, je vais faire un don à une association, ou alors tiens, je vais m'engager ici. Un djihadiste, en fait, c'est quelqu'un qui va se dire, qui va rompre toute distance, avec cette injustice, et qui va se dire, je vais réparer ça moi-même. Je vais faire justice moi-même. Et c'est pour ça d'ailleurs que le simple fait d'être parti en Syrie, quand bien même on ne fait rien en Syrie, est considéré aujourd'hui par la justice comme un acte terroriste. Parce que ce qui dicte la démarche des personnes qui partent en Syrie, c'est déjà une démarche hostile vis-à-vis de la société. Mais ça, justement, vous le critiquez dans votre livre, parce que vous dites que les djihadistes qui ont déserté l'État islamique devraient au contraire être écoutés en France, parce que justement, ils peuvent dégoûter des potentiels recrutés. Et vous parlez aussi de quelque chose, et là, j'ai pas compris ce que c'était, du djihad légal. Ça, c'est une formule provocatrice pour parler d'offrir une possibilité d'engagement qui serait aux jeunes. Humanitaire, politique, enfin donner du sens. Donner du sens. Mais ça, ils peuvent et la première partie de la question... Humanitairement. Ils peuvent s'engager politiquement, humanitairement, ces gens-là. Oui, mais faciliter ces processus d'engagement. Et oui, renforcer cela. Il y avait une première partie de question où je me suis planté. Où je vous ai cité. Non, bon, bref, tant pis. Je réponds. Okay. Peut-être qu'on peut passer à la suite. Par contre, c'est pas moi qui ai la télécommande. Alors, donc là, c'est le si vous étiez. Il faut juste répondre si vous étiez. Constance. On a des petits soucis de télécommande. Si vous étiez une télécommande, eh bien j'aurais une batterie, une pile neuve. Si vous étiez un média. Un média, vous voulez un titre ou vous voulez ou un médium. Donc radio, télé, un titre. Justement, je suis pas de média. C'est pour ça que je suis pigiste. C'est pour ça que je suis indépendant. C'est pour ça que je bosse entre plein de supports. J'ai des relations très bonnes avec mes employeurs, mais je ne suis complètement satisfait d'aucun d'entre eux. Donc, je trouve je pense que oui. Donc si j'étais un média, je serais journaliste indépendant, et d'ailleurs je le suis. Très bien. Là, je dois balancer un nom, c'est ça ? Libre à vous. Bien tenté. Si j'étais un politicien, je pense que je m'engueulerais avec tout le monde dans mon parti. Si vous étiez une valeur. J'ai envie de dire la vérité. La vérité, c'est vraiment quelque chose d'important. Je pense que post-truth, c'est probablement le mot de l'année 2016. Parce que l'année 2016, entre le Brexit et Trump, a permis de montrer qu'en politique, c'est pas du tout un handicap de raconter n'importe quoi. Et bien sûr, il y a du débat. C'est normal d'avoir du débat, d'avoir des opinions. Mais
ça permet pas de raconter n'importe quoi. Toutes les opinions sont parfaitement légitimes à partir du moment où elles s'appuient sur un raisonnement, sur des faits, sur des arguments. Si vous étiez un passe-temps. Ces derniers temps, je serai une sieste. Je souffre d'un grand déficit de sommeil. Et là, on va passer au Fast and Curious. Donc, il y a 2 propositions. Et il faut choisir entre les 2. Fénelon ou Henri IV? Henri IV pour le panache, bien sûr. Pardon, Fénelon. Barack Obama ou Donald Trump? Donald Obama. Guerre de civilisation, conflit économique. Bah, en fait, c'est beaucoup des conflits économiques. C'est pour ça que les conflits, à partir du moment où on fait de la guerre, on se rend compte que la guerre reste avant tout. Enfin, la guerre est un acte politique, de même que le terrorisme. Il doit être traité comme une violence politique, mais comme un phénomène fondamentalement politisé. C'est pour ça que je ne crois pas à la déradicalisation par les psychiatres, par exemple. On est profondément dans une démarche qui est une démarche politique, mais la politique reste quelque chose d'économique. Et d'ailleurs, même, qu'est-ce qui va influencer le vote des gens au final? C'est chacun d'entre nous va avoir tendance à voter pour celui, pas tant pour des valeurs, des idéaux ou quelque chose ou une doctrine. Donc ce qui serait considéré comme du vrai fait politique. Mais chacun d'entre nous va avoir tendance à voter pour celui qui va lui en donner le plus pour son argent. Donc celui qui dépend davantage des ressources de l'État pour vivre va avoir tendance à voter pour le parti qui va davantage distribuer ces ressources de l'État. Celui qui cherche à avant tout optimiser son propre bénéfice va être dans une démarche plus libérale, mais au final, on est dans des raisonnements toujours très économiques. Je ne sais pas si tout le monde est au courant. J'avais écrit un livre pour enfants qui s'appelle « Papa Hérisson rentrera-t-il à la maison ?» En fait, j'ai un mauvais travers que vous avez sûrement déjà tous remarqué, c'est celui de répondre à côté de la question. Donc, à cette question-là, je réponds « Eysam, une jeunesse syrienne ». C'est mon tout dernier livre, c'est une BD, et je la trouve super bien. Liberté ou fraternité? Égalité. Tac. Non, non, sérieusement, le triptyque va ensemble. Et dans le triptyque ne fonctionne qu'ensemble. Et dans ce triptyque républicain, les trois se renforcent. Enfin, là, c'est 3 fois 1 fait plus que 3, quoi. Enfin, on a vraiment ils se portent pour donner vraiment quelque chose de sublime. J'aime évidemment... Enfin, après, j'ai évidemment... les circonstances m'ont poussé à apprécier particulièrement la liberté, on va dire, mais j'aime énormément notre devise républicaine.
Printemps arabe ou printemps occidentaux? Printemps occidentaux, c'est quoi? C'est Nuit debout? Non, je rigole. Euh, J'ai beaucoup aimé l'épisode du printemps arabe, euh, parce qu'il faut quand même le resituer dans son contexte, hein. On est dans des sociétés qui ont connu des décennies de régime autoritaire, avec souvent des jeunes gens qui ont un horizon bouché par le régime autoritaire, enfin, dont les parents ont vécu dans la peur, certains avec dans les années 70 notamment, des vagues d'arrestations, d'enfermement politique. Je me souviendrai toujours, j'avais visité 2 fois la Libye dans les années 90, donc pendant l'embargo. J'y suis retourné en 2011 au moment où éclate la révolution à Benghazi, et j'avais énormément de crainte, parce que je me disais, purée, les pauvres, ils ont, la doctrine kadhafiste est quand même une des plus débilitantes, hein, qu'on puisse imaginer. Ils ont vécu en plus une dizaine d'années d'isolement, coupés du monde parce que, du fait de l'embargo. Dans quel état je vais trouver ces révolutionnaires libyens? Et je débarque à Benghazi, et là, c'est un peu comme si je vous retrouvais, vous, une ruche qui s'active. Le régime est tombé dans la ville, et tout le monde commence à créer des comités, commence à inventer la démocratie, commence à se dire, toi tu sais faire quoi? Toi tu sais faire la cuisine, tu iras faire la cuisine pour les combattants. Toi t'es scout, tu iras faire du premier secours. Toi tu sais faire ci, toi tu vas faire le comité média, va faire ça. Et il faut s'occuper des enfants parce que les écoles sont fermées. Qui s'occupe de garder les enfants, qui veut faire cours, qui veut faire ci, qui veut faire ça, qui veut s'occuper des approvisionnements? Et on réinvente l'organisation, une structure un petit peu communarde, hein. Je suis parfaitement conscient du côté un petit peu utopique, et je veux surtout me défendre de toute naïveté. Mais les printemps arabes ont été une période absolument enthousiasmante. Quand bien même, et je reviens à mon analogie avec l'articulation entre 1789 et 1793, oui, une séquence révolutionnaire n'est qu'exceptionnellement une révolution de velours, à la façon de la chute du mur. Une révolution express, sans victime, sans violence, dans laquelle tout se passe bien. Les Français, on n'est pas trop mauvais d'habitude, mais il nous a fallu plus d'un siècle pour stabiliser, pour trouver un régime politique stable, près d'un siècle. Oui, la Troisième République déjà était une belle forme de stabilité, mais avant de terminer notre séquence révolutionnaire avec quelques pages particulièrement désagréables et qui ont laissé des traces, hein. La chouannerie, allez voir dans l'ouest de la France, ça a laissé des traces plus de 2 siècles après. Donc, on a des lignes de fracture qui persistent. Donc, oui, il faut croire dans la révolution, mais croire dans la révolution ne veut surtout pas signifier être naïf et penser que ce n'est qu'un long fleuve tranquille. Poutine ou ça? Ça, c'est mon dernier bouquin. Écoutez, la réponse est quand même assez facile. J'aime vraiment pas Poutine. Radio ou journaux? Bon, je vais encore vous énerver avec ma façon de détester, de ne pas répondre aux questions. J'apprécie énormément ma liberté de pigiste, et notamment le fait de pouvoir varier entre les supports. J'ai fait des sujets de JT d'1 minute 30, j'ai fait du doc d'1 heure et demie, j'ai fait de la radio, j'ai fait de la presse écrite, et en presse écrite, j'ai fait des longs formats, des 8 pages, comme j'ai fait des papiers tout petits dans des quotidiens. Et cette variété de formes, de rythmes, je l'ai adoré.
Cela dit, la radio, c'est génial. La radio est le plus... Pourquoi c'est génial? Parce que c'est le plus spontané de tous les médias. La presse écrite, vous allez être relu. Si vous êtes bon, votre rédacteur en chef ou secrétaire de rédaction ou chef de service ne va pas changer grand-chose. Mais au moment où il y a quand même beaucoup de mise en forme dans la presse écrite. La télévision est aussi un média extrêmement artificiel, extrêmement formaté, avec plein de tics de langage, avec un formatage qui détourne beaucoup. La radio, c'est juste génial. La radio, j'ai gardé un souvenir incroyable de mes 2 années passées à Bagdad et j'intervenais parfois 10 fois par jour sur France Info, France Inter et j'avais vraiment le sentiment de m'inviter dans l'intimité des gens, dans leur réveil matin. Oui, vous savez, c'est une vieille invention, le réveil, le radio-réveil, je veux dire. Vieille invention, à l'époque où les téléphones avaient un fil. Donc dans leur chambre à coucher, dans leur cuisine, dans leur salle de bain pendant qu'ils se rasent, dans leur voiture, pendant qu'ils font le repassage, pendant qu'ils font le ménage, pendant qu'ils font je ne sais pas quoi d'autre, mais de m'inviter dans l'intimité des gens et de leur raconter à l'oreille, avec aucun filtre, je veux dire même le timbre de ma voix va déjà contribuer au message. Ma mère adorait m'entendre à la radio parce que ça lui permettait d'avoir de mes nouvelles, parce qu'elle lisait entre les lignes. Et quand elle m'appelait, elle me disait « Ah, c'est bien, t'es en forme là. » Ou alors « Ah, t'étais fatigué ce matin. » Et l'immédiateté du média radio est quelque chose que je trouve absolument formidable. Le principe de... Enfin, voilà, je viens raconter une histoire à l'oreille des gens, directement, sans filtre. Ça, c'est juste super. Pour un journaliste, c'est énorme. Pour moi, il est avant tout maire de la ville dont je viens, où je suis né. Et je ne sais pas ce qui lui a pris. Des 7 candidats à la primaire, c'est le seul qui me suit sur Twitter. Pourtant, je n'ai pas été particulièrement charitable avec lui. Et il ne m'a pas désuivi. À suivre. On va passer aux questions du public. Bonsoir. J'avais une question parce que c'était par rapport à ce qu'on avait. Pardon. Oui, bonsoir. Par rapport à la question que vous aviez oubliée, c'était écouter les jeunes qui ont déserté le I. Oui, c'était ça. Et j'étais avide de savoir qu'est-ce que vous en pensiez et si ça existait vraiment d'ailleurs, s'il y en avait vraiment. Alors, des déserteurs de l'EI, il y en a des authentiques. Ouais. Le problème, c'est qu'il est difficile de. Enfin, il y a plusieurs difficultés. Je vais commencer par les difficultés, puis après je viendrai aux avantages, histoire d'être un peu positif sur au moins l'une de mes séquences ce soir. Il y a 2 désavantages, il y a 2 problèmes. D'abord, déserter d'un groupe terroriste, c'est génial. En soi, c'est une victoire. C'est une victoire en termes d'effectifs, ça fait 1 de moins pour l'ennemi, et c'est une victoire en termes de dynamique, parce que c'est une désertion, donc on gagne aussi sur le narratif. Après, on a 2 difficultés qui sont majeures. Un, c'est qu'est-ce que cette personne a fait pendant qu'elle était chez l'EI. Si elle a commis des actes de guerre, des crimes, déserter ne peut pas mettre à l'abri de rendre des comptes. Le deuxième point, la deuxième difficulté, c'est que beaucoup des gens qui ont déserté l'EI sont des gens qui sont
pas très solide psychologiquement, on va dire. Pas très, ni, ou alors, voire même pas très charpenté d'un point de vue intellectuel. Cela dit, ça reste, malgré ces difficultés, on a un vrai atout à débaucher et à recruter même ces déserteurs. Parce que qui de mieux que quelqu'un qui a vécu cette démarche de partir, se battre avec un groupe terroriste, de se rendre compte, arrivé sur place, de la bêtise qu'il a faite, d'avoir fait la démarche de le quitter. À la fois, ça accompagne sa propre réhabilitation, et d'autre part, c'est un vecteur puissant de prévention. Et c'est ça l'argument que je cherche à soutenir. On a d'ailleurs dans beaucoup de programmes de prévention de la radicalisation de par le monde beaucoup d'implications d'anciens djihadistes, en Grande-Bretagne, en Allemagne, au Danemark, aux États-Unis aussi. En France, c'est un terrain sur lequel on ne s'est pas du tout aventuré. Le seul, entre guillemets, repenti qui fasse un travail de terrain visible, c'est Mourad Benchelali qui était à Guantanamo et qui intervient un petit peu, mais même pas beaucoup parce que les autorités se méfient de lui. Il serait bon, et c'était le message que je voulais faire passer dans le livre, qu'on arrive à identifier d'autres anciens djihadistes qui ont aussi la légitimité et le vécu et les connexions, parce qu'ils viennent du même monde, ils ont vécu, enfin ils ont parcouru un bout de chemin ensemble, ils ont fait, enfin l'idée c'est de mettre un ancien djihadiste face à quelqu'un en cours de radicalisation qui s'apprête à partir, c'est lui dire, regarde, moi j'ai déjà fait une partie du chemin que tu es en train de faire, sauf que moi je suis revenu, donc autant t'arrêter là, c'est pas la peine de partir. Et c'est ça vraiment la puissance d'argument dont je pense qu'il ne faut pas se priver. Après, comme j'avais commencé la réponse, je suis parfaitement conscient des limites de l'exercice. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez dit que Al-Qaïda était plus dangereux que l'État islamique, c'était notamment lié à sa popularité. Et donc que ça serait une erreur pour les puissances occidentales de se concentrer sur l'État islamique. Je ne sais pas si j'ai bien compris. D'être obnubilé par l'État islamique. Est-ce que cette obnubilation n'est pas plutôt liée à la différence de nature entre les deux organisations et notamment à l'assise territoriale dont dispose l'État islamique? Et cette assise territoriale fait qu'elle rentre dans un mode de conflictualité qu'on comprend mieux et donc qu'on est à même de combattre plus. C'est vrai. C'est vrai, cela dit, la lutte contre Al-Qaïda est très différente parce que la lutte contre l'EI est plus facile puisque il s'agit de gagner du territoire. Ça, les militaires savent faire. Quand bien même, je vous rappelle quand même ce grand adage militaire, ne jamais chercher à gagner un territoire que l'on n'a ni la volonté ni les moyens de tenir après la bataille. Et c'est tout le problème d'ailleurs des relais locaux. La lutte contre Al-Qaïda, et d'ailleurs les Américains sont en pointe en Syrie, puisque Al-Qaïda en Irak est très peu présent, passe principalement par l'élimination des têtes. C'est un écrêtage. C'est un écrêtage du leadership. Après, il n'y a en effet pas de bataille contre des, même pas de, il y a même très peu de bombardements d'infrastructures. Bonjour. Oui. Vous n'avez pas parlé de votre captivité en tant qu'otage. Comment se comportaient les djihadistes au quotidien? Et quel était votre ressenti pendant les jours où vous étiez otage? À votre avis?
Ils étaient gentils et j'étais content. Non, mais, Voilà. enfin, dans leurs vidéos, ils sont très très violents. Est-ce qu'ils sont tout le temps aussi violents que dans leurs vidéos, par exemple? Ils n'ont pas toujours été très gentils et un certain nombre. J'étais dans un groupe d'une vingtaine d'otages et un certain nombre ont été torturés presque jusqu'à la mort. Oui, après une question, voilà, une question légère, j'espère. Merci. Comment est-ce que vous avez fait pour reprendre une vie un peu normale et en particulier vous qui êtes journaliste pour rattraper un an d'actualité et vous remettre au goût du jeu? Non, c'est vachement. En fait, bah déjà, j'ai pas eu complètement l'année à récupérer parce que on avait régulièrement des nouveaux otages qui arrivaient et qui nous donnaient les dernières nouvelles de ce qui s'était passé depuis qu'on était rentré. Donc bon. Non, et puis bah, sinon pour le reste, j'ai en effet oui, beaucoup parcouru, enfin beaucoup passé de temps à rattraper tout ce qui s'était passé, mais à la limite, même si je suis en tant que journaliste un très gros consommateur de nouvelles et de médias et que je m'intéresse à tous les sujets d'ailleurs, enfin je veux dire, je vais pas suivre que les dossiers internationaux, je suis aussi un suivi de politique, les questions économiques me concernent beaucoup. Enfin bref. Mais bon, j'avais quelques motivations pour passer mon temps à autre chose que lire les journaux quand je suis rentré. J'ai quand même 2 enfants, une famille. Voilà, j'avais d'autres chats à fouetter. Bonsoir monsieur, vous avez écrit un livre qui s'appelle La France russe, oui, il me semble. Est-ce que vous pensez qu'une puissance étrangère comme la Russie peut avoir une influence dans la prochaine élection présidentielle française? Oui, elle peut. Elle va probablement chercher à le faire. Les influences qu'elle a eues aux États-Unis sont documentées. Je vous rappelle notamment que il est très probable que ce soit des hackers liés à un service de renseignement russe qui ont piraté des serveurs du Parti démocrate. Donc, et puis il y a les médias russes, les médias d'État russes qui ressassent des thèmes qui prennent parti d'ailleurs en direction, pas tant en direction, enfin pas toujours en direction de la gauche ou de la droite d'ailleurs, c'est même pas ça forcément le clivage. Le clivage, ça va davantage être de soutenir le discours populiste et le discours, enfin, et la personne qui affiche potentiellement les positions les plus proches de la Russie. Il se trouve que si je regarde les derniers sondages, on a Fillon en tête, suivi de Marine Le Pen. Normalement, deux choses peuvent se dérouler évidemment dans la suite de la campagne. Et déjà, il faudra qu'on ait un peu un aperçu du paysage à gauche. Mais pour le moment, la tête de course, à l'instant T, est extrêmement favorable à la Russie. Donc la Russie n'a pas d'action particulière à faire pour le moment. Après, ils sont dans une logique d'interférence sur tous les rapports. Un chapitre de ce livre s'intéresse aux actions des services de renseignement. Il y a aussi un chapitre sur le ministère français de la Défense, avec une institution de la défense qui est parfois très perméable aux thèses russes. Voilà. Et encore une fois, c'est
ça dépasse beaucoup de clivages. C'est complexe parce que ça dépasse beaucoup de clivages traditionnels. Bonjour. Bonjour, Moi, bonsoir. Bonsoir. J'ai une question plus sur je dirais, l'exercice de votre métier. Mhm. Comment va-t-on dans un pays où personne ne va? C'est-à-dire, j'aimerais savoir comment vous faites des contacts. Enfin, quelle est la préparation quand on va dans un pays comme le Soudan, par exemple, j'ai entendu. Alors, le Soudan, c'est rempli de gens. C'est rempli de... comme tous les pays. Enfin, donc, il y a des... Aujourd'hui, avec Internet, c'est juste ultra facile. Il faut rentrer en contact avec le porte-parole d'un groupe rebelle via les réseaux sociaux. À peu près n'importe quel groupe, enfin dans à peu près n'importe quelle guérilla du monde. Et d'ailleurs, ce porte-parole vous fournira bien souvent, où que ce soit dans le monde, un interlocuteur francophone pour votre micro ou votre caméra. Donc, c'est... Après, il y a la question de l'accès au terrain. Et en l'occurrence, un certain nombre de pays autoritaires ont des restrictions d'accès et de visa de presse qui rendent les choses compliquées. C'est pour ça que je me suis retrouvé plusieurs fois rentrer dans un pays illégalement ou y rester illégalement. L'Irak, il m'a fallu 3 mois pour avoir mon premier visa de presse. Visa qui durait 2 semaines. Au bout de 2 semaines, on était à l'automne 2002. Je ne savais pas quand aurait lieu l'invasion. Je voulais être là pour l'invasion. Je suis passé clandestin. Je suis resté. Voilà. J'allais pas revenir à Paris, tourner en rond et repasser 3 mois et essayer d'avoir un visa. La Syrie, j'y étais plusieurs fois en tant que clandestin. Le Zimbabwe, j'y étais clandestinement. J'ai été un peu en Mauritanie clandestinement. Après, j'ai pas fait la liste. Ça risquerait d'être compromettant pour moi, mais la Libye, bien sûr. Enfin bref, des fois, on doit jouer à saut de frontière.